en attendant, j'appelle à me rejoindre Célia Béline, j'appelle à prendre un micro et à me rejoindre sur scène, CEO de Silcare, pour parler d'entrepreneuriat deep tech, c'est évident, mais surtout du fait d'être une femme. J'enfonce deux portes ouvertes. Allez, vous pouvez vous asseoir sur la chaise jaune. Vous allez bien ? Très bien, oui, merci. Bonjour à tous. Alors, comme je le disais à l'instant, Célia, on va parler de Silcare déjà, qui est la société que vous avez cofondée. Et puis on va parler aussi d'un sujet dont on parle peut-être trop peu, qui est celui du fait d'être une femme et de monter une entreprise, que ce soit de deep tech ou pas d'ailleurs, peu importe. Voilà, on va prendre ces quelques minutes ensemble. On va commencer par Silcare d'abord. Vous travaillez très particulièrement dans l'audition, après un parcours qui vous a mené par l'industrie pharmaceutique notamment. Oui, donc Silcare a été cofondé par 3 femmes. Donc nous, on a un parcours au départ de l'industrie pharmaceutique. On a travaillé entre 15 et 25 ans dans une grosse société pharmaceutique à des postes assez variés. Donc on est 2 à avoir été en direction de projet, donc plutôt sur des postes de coordination, multi-activités, interculturelles, interdisciplinaires, pour amener un médicament du stade de hit lead. C'est-à-dire qu'on a trouvé la molécule jusqu'au marché. Donc en fonction du stade de développement où vous récupérez votre projet, soit vous êtes plus sur de la clinique réglementaire, soit vous êtes plus vraiment sur la partie fondamentale et préclinique. Et ma deuxième associée, Sylvie, elle est chercheuse. Donc elle a travaillé en académique dans un premier temps, et ensuite dans l'industrie où elle a d'abord travaillé en cardiovasculaire, puis en oncologie, puis les dernières années sur des sujets qui touchaient au vieillissement de la population et dans lequel on retrouvait la perte d'audition. Donc nous, on a décidé, voilà, l'entreprise, la grande entreprise, c'est très très bien, on s'est épanoui dans cette société, mais à un moment donné, on a une vitesse d'exécution qui n'est pas tout à fait celle qu'on souhaitait. Vous voulez aller plus vite. On voulait aller plus vite, oui. Plus vite et puis se sentir plus utile et surtout aller au bout en fait des projets qui sont souvent chamaillés par les directions des grandes entreprises qui changent d'avis et de stratégie assez régulièrement. Donc, on est à la merci de Nous, on pensait, on voyait l'audition comme quelque chose dans lequel il n'y se passait rien et qui pourtant touche aujourd'hui 15% de la population mondiale, avec 1 milliard de jeunes à risque avec les nouveaux modes de vie d'avoir des surdités très précoces. Donc il nous semblait assez fondamental de pouvoir accélérer en fait cette aire thérapeutique qui en plus est extrêmement intéressante puisqu'on va travailler à la fois sur de la périphérie, du système nerveux central, donc des choses passionnantes qui vont toucher au cerveau, qui vont toucher ensuite à toute la biologie moléculaire qu'on peut connaître. Donc c'est vraiment un domaine dans lequel il fallait absolument qu'on entreprenne. Donc on a pris cette décision toutes les 3 de créer notre entreprise. Alors vous avez pris la décision toutes les 3 oui. Avant de vous connaître ou après vous êtes connus? En gros, qu'est-ce qui a précédé? C'est l'idée de la boîte ou c'est la rencontre qui a fait que? Non, je pense que c'est le sujet. C'est vraiment le sujet, créer une société dans le domaine de l'audition. Ça, c'était quelque chose d'assez fort au sein de cette unité vieillissement dans laquelle on travaillait tous les 3. D'accord. On ne se connaissait pas bien, il faut quand même avoir ça en tête. Par contre, on savait qu'on était assez complémentaires et surtout alignés sur la stratégie. C'est ce qu'il faut quand vous êtes avec des associés. Le principe, c'est un peu comme un mariage. Il faut être sûr qu'en cas de divorce, on soit aussi d'accord. Donc, il y avait À plus forte raison à 3. Exact, oui. C'est un trouble. C'est ça. Je vais mettre les pieds dans le plat. Du coup, alors, vous faites remonter les stats à vous seul, puisque vous êtes en plus 3 femmes dans la même société, cofondatrices. Qu'est-ce que changerait? Je posais au conditionnel, parce que je veux pas induire une réponse de votre part. Qu'est-ce que change le fait d'être femme quand on entreprend dans la deep tech? Est-ce que ça change quelque chose, que ça change rien, en d'autres termes? Oui, ça c'est quelque chose dont on a un peu discuté. C'est vrai que pour nous, ça n'a absolument rien changé. Vous n'avez pas ressenti à aucun moment aucune différence Non. Qui aurait pu être vous m'avez posé la question de savoir si on en avait joué, c'est-à-dire est-ce que vraiment on avait mis en avant alors à part sur des tables rondes comme aujourd'hui où on est sollicité pour parler en tant que femme et c'est assez régulier, dans les levées de fonds, dans les financements obtenus, en fait rien n'a été lié au fait qu'on soit 3 femmes à la gouvernance de cette société. Pourtant, il existe un certain nombre de dispositifs, même quand vous allez chercher des investisseurs, il y a des investisseurs qui, en théorie, sont là pour investir dans des sociétés qui sont dirigées par des femmes.
en réalité, ils investissent dans des projets qui les intéressent. Ça n'est pas tellement lié au fait que vous soyez une femme. Ils vont investir s'ils ont confiance dans les fondateurs, l'équipe, le projet, le potentiel succès, mais pas tellement sur le fait que vous soyez des femmes. Est-ce qu'à l'inverse, le fait d'être des femmes a pu de manière, alors pas forcément frontale, mais vous desservir? Non plus. Non, je crois pas. Alors nous, le retour qu'on a dans Silker, on a une société avec des investisseurs au capital. Hein. Nous, à 3, on détient 48% du capital. Le reste est détenu par des fonds d'investissement. Et donc les fonds d'investissement ont tendance à nous dire qu'on est... ils sont en confiance en fait dans notre approche. Alors, est-ce que c'est parce qu'on est des femmes ou on est assez raisonnable et très... quand on donne des prévisionnels de chiffres, mais c'est pas du tout la bonne expression pour ce qui vous concerne. On surjoue pas en fait ni les chiffres, ni le potentiel succès, ni les risques. On est très précautionneuse par rapport au développement de l'entreprise et ce que je ressens quand même d'un point de vue managérial, et ça c'est vrai pour je pense toutes les sociétés que je connais, et ici il y en a beaucoup créées par des femmes, je peux les citer, mais il y en a vraiment beaucoup, y compris des deep tech sortis de l'université. Donc, c'est un bon terreau, on va dire, pour les femmes ici. On surjoue pas les chiffres et les investisseurs ont confiance en fait dans notre capacité à vraiment atteindre nos objectifs. Donc ça, c'est plutôt positif. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une forme d'autocensure peut-être au départ dans la volonté de faire, tout simplement ? Si, sans doute. Alors après, les femmes entrepreneuses, quand vous sortez de vos études, vous allez avoir, on va dire, entre 25 ans et 35 ans. C'est des âges où c'est pas facile pour les femmes. Parce que c'est des âges où il faut faire des choix de vie et de famille, et notamment d'avoir ou de ne pas avoir des enfants. Donc ça, c'est un vrai sujet. Alors, il faut pas se censurer. C'est-à-dire, moi, j'avais un petit de 2 ans quand j'ai créé l'entreprise, le deuxième qui en avait 4. Et ben, j'y suis quand même allée. Parce que quoi qu'on fasse comme métier, dans la mesure où on est passionné et engagé, il y a quand même une part il y a de culpabilité toujours quand on est dans cette vie de famille, à se dire je vais les laisser, je dois travailler. Mais au final, on les implique très très vite dans nos passions de travail. C'est la même chose pour un chercheur ou un médecin, ou vous êtes toujours au labo en train de triturer vos sujets de recherche pour aller de plus en plus loin. Mais au final, quand vous créez une entreprise, c'est pas plus difficile et c'est pas plus contraignant que le simple fait d'avoir une passion, d'avoir envie de la mener au bout. Et donc les enfants, moi je les ai très très vite impliqués, ils savent ce que c'est Silker, ils connaissent les clients, les travers avec les investisseurs, les problèmes qu'on peut avoir dans l'équipe, ils connaissent l'équipe. Maintenant ils ont 11 et 13. D'accord, donc en âge de commencer à comprendre. Tout petit, voilà. Ouais. Mais même tout petit, Silker, l'oreille, la présentation que j'avais préparée, les images, je pouvais raconter l'histoire, quoi. Donc il faut pas se censurer là-dessus. Et c'est vrai que pour une femme, c'est vraiment une période difficile parce que c'est à ce moment-là que vous allez entreprendre nécessairement. Et c'est quand même une période entre 25 et 35 ans où on se pose 1 milliard de questions sur comment. Y compris dans la carrière académique d'ailleurs. Y compris dans une carrière qui ne serait qu'académique, c'est avec pas des postdocs, etc. Exactement. Etc. C'est pas différent. Dans la mesure où vous avez envie de faire carrière, vous avez de l'ambition et vous êtes passionné par ce que vous faites. Effectivement, tout ce que vous allez faire en plus, ça va venir. Vous avez l'impression que ça va venir un peu comme un boulet qui va vous empêcher d'avancer, mais bon, pas du tout. En fait, il faut vraiment arriver à mélanger. Et c'est de plus en plus facile, je pense, la vie de famille avec cette vie entrepreneuriale et ambitieuse, en fait, et carriériste de femmes. Merci beaucoup, Célia, d'avoir partagé tout ça. Avec plaisir. Mesdames, Mesdemoiselles, faites mentir les chiffres. Pas encore assez de femmes dans la deep tech. Grâce à Célia et à vous peut-être, les choses changeront. Merci beaucoup.